Bonjour à tous et bienvenue pour cette capsule vidéo pédagogique. L'objectif de cette capsule est de revenir sur une notion que certains d'entre vous ont déjà vue dans le cadre du cours de marketing donné en deuxième baccalauréat ou dont vous avez peut-être entendu parler dans le cadre de votre vie professionnelle. Il s'agit de la matrice BCG. Vous verrez que dans le jeu Markstrat, vous serez amené chaque semaine à développer une matrice BCG sur base de laquelle vous prendrez des décisions quant aux produits de votre entreprise, quant à la gestion de votre portefeuille de produits. L'idée est ici de revenir sur cette notion de matrice BCG et de remettre tout le monde un peu au même niveau, de faire un rappel. Qu'est-ce que la matrice BCG? L'acronyme BCG renvoie à Boston Consulting Group. La matrice BCG a été développée dans les années 60, en 1960 exactement. Donc c'est un outil qui ne date pas d'hier. Et malgré le fait que c'est un outil qui ne date pas d'hier, c'est encore un outil qui est beaucoup utilisé dans la pratique parce qu'il est assez simple et qui permet de prendre des décisions quel que soit le secteur dans lequel l'entreprise est active. Au départ, cet outil a été développé à partir d'une analyse empirique. C'est-à-dire que le Boston Consulting Group avait une base de données importante et a voulu, à travers une analyse d'entreprises actives dans différents marchés, déterminer un outil de prise de décision qui permet à un manager de savoir, quand il a plusieurs produits, sur des marchés différents, quel produit est le plus porteur, sur quel produit il faut mettre l'accent, quel est le produit qui rapporte de l'argent, et ainsi de suite. Parce que dans la gestion quotidienne, quand on est le nez dans le guidon, on a besoin d'avoir une stratégie, on a besoin d'avoir des outils qu'on va pouvoir facilement mobiliser. On a besoin d'une heuristique. La matrice BCG, sa philosophie générale, elle est construite autour de deux éléments. D'une part, ce qui est important, c'est la tension concurrentielle dans le secteur. Et d'autre part, ce qui est important, ce sont les perspectives de développement du secteur. Ce sont sur ces deux éléments-là qu'on va s'appuyer. La matrice BCG est construite autour de deux dimensions. La part de marché relative au leader et le taux de croissance du marché. Le taux de croissance du marché, il mesure la croissance du marché en volume d'une année à l'autre. C'est un peu comme la croissance d'un État. La croissance mesure l'augmentation de la production de façon générale d'une année à l'autre. Alors, cette part de marché, ce taux de croissance, on peut le calculer en unités, en volume, mais on peut aussi le calculer en chiffre d'affaires. En général, on travaille plutôt en volume. Le taux de croissance 2014 est égal aux ventes 2014 moins les ventes 2013 sur les ventes 2013. Imaginons qu'on travaille sur le secteur de l'automobile. Eh bien, le taux de croissance du secteur automobile, c'est les ventes de voitures en 2014 moins les ventes de voitures en 2013 sur les ventes de voitures en 2013. Le taux de croissance du marché fournit une indication quant à la santé du marché. Est-ce qu'on est sur un marché en forte croissance? Est-ce qu'on est sur un marché en stagnation? Ou est-ce qu'on est sur un marché qui a plutôt tendance à se réduire? Le taux de croissance, c'est aussi une indication sur les perspectives de développement du marché et indirectement sur la santé du marché et sur l'intensité concurrentielle. Si on est sur un marché, si on envisage le marché comme un gâteau, eh bien, un marché à forte croissance, c'est un marché où le gâteau grandit. Donc, les entreprises ne doivent pas tellement se battre entre elles, puisque si elles veulent augmenter leurs ventes, elles augmentent mécaniquement grâce à l'augmentation de la taille du gâteau. A contrario, si on est sur un marché dont la taille du gâteau se rétrécit ou reste stable, eh bien, on est sur un marché où, si on veut faire plus de ventes, on doit aller les prendre à l'autre. Et donc, on va avoir une intensité concurrentielle
une concurrence beaucoup plus violente que sur un marché qui est à croissance. Cette notion de taux de croissance du marché, elle est aussi à mettre en perspective avec la notion de cycle de vie du produit. Un produit qui est arrivé à maturité aura un taux de croissance plus faible qu'un produit qui est en phase de lancement. Si on prend l'exemple du marché du GSM, au début, beaucoup de gens n'avaient pas de GSM et ils achetaient des GSM. Puis au fil du temps, de plus en plus de personnes ont été équipées et puis ces personnes renouvelaient simplement les appareils qu'elles avaient déjà. Mais il n'y avait plus une croissance aussi forte qu'au début. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans le marché de la téléphonie? On est venu avec un nouveau produit, le smartphone, qui a fait renaître un nouveau cycle de vie, avec une nouvelle phase de développement, et ainsi de suite. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en considération. On considère qu'un fort taux de croissance est un taux de croissance supérieur ou égal à 10%. Pourquoi ce 10%? C'est une moyenne sur laquelle les praticiens se sont mis d'accord. C'est ce qu'on a constaté en moyenne sur les marchés au fil du temps. Ou, plutôt que de prendre en considération ces 10%, on peut calculer un taux de croissance moyen. Donc on va calculer un taux de croissance moyen dans différents secteurs sur base d'une moyenne. Donc on va comparer la croissance du secteur automobile à la croissance moyenne, calculée en faisant une moyenne sur base du secteur de l'automobile, de la construction, des services, des finances et ainsi de suite. Donc ça, c'est une autre façon de procéder. Les deux sont valables. L'autre dimension importante dans la matrice BCG, c'est la part de marché relative au leader. Avant de parler de part de marché relative au leader, il faut parler de part de marché absolue. La part de marché absolue, c'est le rapport entre les ventes de l'entreprise pour une année et les ventes totales sur le marché sur lequel l'entreprise est active pour l'ensemble de l'année. Par exemple, si je suis la marque Renault, eh bien ma part de marché, c'est les ventes de Renault pour une année sur les ventes totales de voitures pour la même année. La part de marché, elle peut être calculée en unités, donc on calcule le nombre de véhicules vendus, ou en valeur, on calcule le chiffre d'affaires réalisé. Donc quand on calcule en unités, on élimine la dimension prix, et donc on a une information plus consommateur, c'est-à-dire ce que représente la marque pour les personnes, le nombre de personnes touchées par le produit. Par contre, si on calcule en valeur, on introduit la notion prix, et on est sur une information qu'on peut qualifier comme étant plus financière, puisqu'il y a la dimension chiffre d'affaires qui intervient. Une fois qu'on a compris cette notion de part de marché absolue, on peut passer à la part de marché relative au leader. La part de marché relative au leader, c'est le rapport entre la part de marché absolue de l'entreprise et la part de marché absolue du leader du marché. C'est un positionnement de l'entreprise. On va voir si l'entreprise est loin du leader du marché, si elle en est proche. On va aussi voir si on est sur un marché où on a un leader qui est loin devant et les autres entreprises qui sont à la traîne, ou au contraire, si on est sur un marché où les entreprises se tiennent et sont assez proches les unes des autres. Et donc, ça c'est un élément assez important aussi en termes de tension concurrentielle du marché. Deux cas de figure peuvent se produire en termes de part de marché relative au leader. Soit la part de marché relative au leader est supérieure à 1, et dans ce cas-là, l'entreprise est leader du marché. Plutôt que de parler de part de marché relative au leader, on doit d'ailleurs parler de part de marché relative au principal concurrent, puisque l'entreprise est leader. On va donc diviser la part de marché absolue de l'entreprise par la part de marché absolue de l'entreprise qui a la part de marché la plus importante après l'entreprise leader, donc le principal concurrent. Par contre, si la part de marché relative au leader est inférieure à 1, eh bien l'entreprise n'est pas leader, elle est seconde sur le marché, et dans ce cas-là, on va voir si elle est proche ou éloignée de ce principal concurrent. Sur base de la part de marché relative au leader
et du taux de croissance, on va construire la matrice BCG. Elle est reprise ici. En abscisse, on retrouve la part de marché relative au leader. Celle-ci augmente quand on va de gauche à droite. Et en ordonnée, on retrouve le taux de croissance du marché. Celui-ci augmente quand on va du bas vers le haut. On va définir deux bornes. Pour la part de marché relative au leader, la première borne, c'est le 1. Si j'ai une part de marché relative au leader supérieure à 1, je suis leader du marché, je me retrouverai dans l'espace de gauche, là où il y a les produits vedettes et vaches à lait. Si j'ai une part de marché inférieure à 1, je suis dans l'espace de droite, je suis suiveur, et je me retrouverai dans cette partie où il y a les canards boiteux et les enfants à problème. Même chose pour le taux de croissance, soit on peut prendre la borne de 10%, soit on peut prendre la moyenne des taux de croissance du marché. Et donc, soit j'ai un taux de croissance supérieur à la moyenne et je me retrouve dans le haut, dans les produits vedettes ou enfants à problème, ou alors je suis dans la partie inférieure du tableau, un taux de croissance faible, et je me retrouve en produits vaches à lait ou produits canards boiteux. Sur base de cette typologie, on peut établir différentes implications managériales. D'abord, en ce qui concerne les produits vedettes. Les produits vedettes sont des produits qui coûtent, mais qui rapportent. Si on regarde leur position, ce sont des produits pour lesquels la part de marché relative au leader est importante et le taux de croissance du marché est important. Comme le taux de croissance du marché est important, on est sur un marché qui va attirer des entreprises. Et donc, il y a une pression concurrentielle qui est importante. Et pour maintenir mon entreprise comme leader du marché, il va falloir faire des efforts d'un point de vue marketing et investir, soutenir le produit. Mais ce sont des produits qui rapportent de l'argent parce qu'on va chercher une grande partie du chiffre d'affaires de ce marché. Les produits vaches à lait sont des produits qui ne coûtent plus mais qui rapportent. Eh bien, les produits vaches à lait sont des produits qui sont plus sur des marchés à fort taux de croissance. Donc, il n'y a plus de nouveaux entrants a priori qui vont arriver sur ces marchés-là. L'investissement en marketing est donc moins fort et sont des produits dans lesquels je vais m'accaparer une part importante du chiffre d'affaires. Ce sont donc des produits très importants. On considère en général que les produits vaches à lait constituent les fondements d'une entreprise. Si une entreprise n'a pas de produits vaches à lait, c'est difficile pour elle d'exister et d'investir dans des nouveaux produits. Ensuite viennent les produits enfants à problème, qu'on appelle aussi dilemmes, qui sont des produits qui demandent de l'investissement. Si on les repositionne, ce sont des produits pour lesquels le taux de croissance du marché est faible le taux de croissance du marché est fort, mais la part de marché relative au leader est faible. Donc ce sont des produits qui pourraient à l'avenir devenir des produits vedettes ou des produits vaches à lait. D'ailleurs, quand un produit est introduit sur le marché, au départ, il a une part de marché relative au leader qui est faible, et si on rentre ce produit dans ce marché, c'est parce qu'il a des perspectives de développement. Donc, a priori, c'est une position par laquelle les produits passent souvent, avant de devenir des produits vedettes et, in fine, des produits vaches à lait. Ces produits qui doivent être soutenus, dans lesquels on doit investir, on ne peut investir dans ceci que si on a de l'argent. Et cet argent-là, il vient d'où ? Il vient des produits vaches à lait, il vient des produits vedettes. Donc ils ont un fort besoin de liquidité, et ces liquidités, on les a que si on a des produits vedettes et vaches à lait. Enfin, la dernière position, les canards boiteux, sont des produits pour lesquels on a une part de marché relative au leader faible et un taux de croissance faible. En général, ces produits sont des produits qui doivent être abandonnés. Ils sont toxiques. Ce sont des produits sur lesquels on perd de l'argent et on n'a pas de perspective de développement. Ce n'est pas un marché qui va croître et ce n'est pas un marché où on est arrivé à s'imposer. Alors certaines entreprises qui ont de l'argent, qui gagnent de l'argent ailleurs, peuvent continuer à rester sur de tels marchés pour des raisons stratégiques. Mais en général, ce genre de produits doivent être abandonnés. On doit désinvestir, essayer de récupérer un maximum d'argent qu'on pourra investir dans des produits qui ont des perspectives de développement, des produits enfants à problème qui pourront se développer, ou bien pour soutenir un produit vedette. Mais il faut abandonner les produits canards boiteux. Voilà.
Ce que je voulais mettre en évidence dans cette vidéo, c'est véritablement l'intérêt de la matrice BCG d'un point de vue managérial et la façon dont elle peut être mobilisée pour prendre des décisions quant à la gestion d'un portefeuille de produits. Quand on a une marque qui a plusieurs produits, on doit avoir ce genre d'outil pour pouvoir s'appuyer sur une base solide qui va permettre de prendre les décisions nécessaires à la gestion d'un produit. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a rafraîchi la mémoire ou vous a permis de prendre connaissance du concept de matrice BCG. De nouvelles capsules vidéo devront suivre, une sur l'application de la notion de matrice BCG à un cas pratique d'entreprise, d'une part, et d'autre part une troisième vidéo plutôt, dans laquelle on va vous expliquer comment calculer la matrice BCG et comment l'utiliser dans le cadre du jeu de simulation de gestion et comment vous allez pouvoir positionner les produits de votre entreprise virtuelle et prendre des décisions par rapport à ceci. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures.